Alors, nous emmenons maintenant aux deux articles suivants, les articles 12 et les articles 13, qui traitent de la violence légale. L'article 12 nous dit ceci. La garantie des droits de l'homme et du citoyen nécessite une force publique. Cette force publique est donc instituée pour l'avantage de tous, et non pour l'utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée. Pas grand-chose à redire, naturellement, à cet article 12, qui affirme solennellement la subordination de la force publique à l'avantage de tous, sans aller toutefois jusqu'à dire que la force publique est le serviteur du peuple, mais en précisant quand même qu'elle ne doit pas être l'instrument privé du pouvoir exécutif, sans aller non plus jusqu'à qualifier celui auquel cette force publique est confiée, à le qualifier d'État tout-puissant. Mais nous retiendrons quand même en mémoire cette velléité notable, cette velléité constitutionnelle de signaler la nature populaire de la force publique. Et du même coup, nous nous interrogerons sur la constitutionnalité des forces actuelles de police, de gendarmerie et autres corps spécialisés qui échappent à tout contrôle citoyen et ne dépendent en dernier ressort que de quelques personnes, même pas élues. Et nous rappellerons qu'à l'époque de la rédaction de cette déclaration des droits de l'homme et du citoyen, leurs ancêtres, à ces forces de police, gendarmerie et des corps spécialisés, la garde nationale, étaient sous la responsabilité directe de l'Assemblée nationale élue. Nous appliquerons donc un point de pénalité à cet article pour imprécision, car il laisse planer le doute sur le mode de gestion constitutionnel de la force publique. Voyons ensuite l'article 13, qui nous dit ceci. Pour l'entretien de la force publique et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable. Elle doit être également répartie entre tous les citoyens en raison de leurs facultés. Cet article 13, en apparence anodin et exposé sous forme de truisme, revêt en réalité une importance considérable car il est le seul article de tout le corpus constitutionnel entier, le seul article susceptible d'être évoqué pour justifier l'impôt, dont l'obligation coercitive, faut-il le rappeler, n'est instituée nulle part ailleurs dans la Constitution. Cet article 13, lui, il semble bien qu'il institue la nécessité d'un impôt, dénommé contribution commune, mais il s'agit bien de lui, de l'impôt. Nécessité pour l'entretien de la force publique et pour des dépenses dénommées du terme très vague de dépenses d'administration, dont il y a tout lieu de penser qu'il s'agit de dépenses d'administration uniquement de la force publique. Cette contribution commune indispensable est donc destinée à l'entretien de la force publique, c'est-à-dire la rémunération directe de ses agents et au paiement des coûts matériels, plus les dépenses d'administration, c'est-à-dire les coûts liés à la bureaucratie afférente. Mais il semble bien que, si on lit cet article, que cette contribution commune n'est pas relative à d'autres types de dépenses, autres dépenses dont nous pourrions penser, par contre, qu'elles vont être justifiées par l'article suivant, l'article 14, qui nous dit ceci. Tous les citoyens ont le droit par eux-mêmes ou par leurs représentants de constater la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée. Mais là encore, nous restons dubitatifs, parce que cette contribution commune, qui devient ici contribution publique,
Eh bien, si nous en croyons cet article, elle peut être décidée par les citoyens eux-mêmes, tant au niveau de ses modalités, quotité, assiette, durée, suivi d'emploi, qu'au niveau de l'acceptation de son recouvrement. Consentir librement à cette contribution. Cette contribution commune n'apparaît donc pas comme étant clairement définie. Bien plus, une lecture attentive de cet article nous inciterait à l'interpréter comme instituant une imposition facultative, c'est-à-dire soumise à l'acceptation ou pas de son paiement par tout citoyen à qui elle serait proposée. C'est ainsi que, faute d'existence d'un article précis dans la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, mais également dans tout le reste du bloc constitutionnel, un ou plusieurs articles précis instituant très clairement l'obligation de l'impôt sous peine de sanction, nous pouvons considérer que cette obligation n'est pas juridiquement établie. Et nous appliquerons donc un point de pénalité pour imprécision à cet article 14. Parfait Christian, merci beaucoup pour cette présentation. Je pense que ça a été bon au niveau du son, non? Oui. Ok. Allez, je prends de suite mon tour de parole. Sur l'article 12, pas grand chose à dire. Effectivement, je pense qu'il est pertinent. Sauf que comme tu l'as pointé, dans les faits, il n'est pas respecté, il n'est pas appliqué. Parce que la force publique est mal déterminée. C'est-à-dire, est-ce qu'on parle seulement de la police, seulement de l'armée, de la police, de l'armée, de la gendarmerie, de quoi on parle exactement? Et qui est-ce qui contrôle tout ça? Effectivement, ça pose problème dans la pratique. La garantie des droits de l'homme et du citoyen nécessite une force publique. Publique, c'est bien qu'elle est... c'est pas n'importe quelle force, c'est une force qui est publique, c'est donc qui est destinée à l'utilité publique, et qui, on peut peut-être le supposer, tu me diras si tu es d'accord ou pas, qu'elle appartient aussi à tous, au public. Cette force est donc instituée pour l'avantage de tous, c'est précisé dans la deuxième phrase, et non pour l'utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée. Voilà, donc ni l'État, ni les corps militaires, policiers ou leur état-major. Donc même si dans les faits ce n'est pas respecté, et que peut-être l'article 12 mériterait d'être un peu plus précis, il ne me pose pas plus de problèmes que ça. Ensuite, plus compliqué, l'article 13. Pour l'entretien de la force publique et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable. Elle doit être également répartie entre tous les citoyens en raison de leurs facultés. J'aimerais bien que tu précises, si tu veux bien après, en raison de leurs facultés. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Est-ce que c'est en fonction de leurs revenus ou autre? Et puis, d'une façon générale, je ne suis pas d'accord avec cet article parce que pour l'entretien de la force publique et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable. Je ne suis pas d'accord avec ça, ce n'est pas indispensable. On pourrait gérer de façon différente que par l'imposition. Et puis pour le l'article 14, encore plus problématique, tous les citoyens ont le droit de constater par eux-mêmes ou par leurs représentants, donc par eux-mêmes ou par leurs représentants. C'est pas « et », mais c'est « ou ». Donc est-ce qu'on peut choisir de le faire soi-même, ou est-ce qu'à partir du moment où un représentant est mandaté pour le faire, on n'a plus le droit de le constater directement, parce qu'on a bien vu précédemment que le pouvoir appartient au peuple et ou à leurs représentants, et qu'en réalité, le fait de dire « ou à leurs représentants » dépossède le peuple du pouvoir. La nécessité de la contribution... pardon, je reprends. Tous les citoyens ont le droit de constater par eux-mêmes ou par leurs représentants la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée. Comme je suis en défaveur de l'article 13 qui dit qu'il faut nécessairement l'impôt
même si ce n'est pas le mot impôt qui est utilisé, pour financer les nécessités publiques, eh bien, du coup, je ne suis pas d'accord avec l'article 14 parce que je pense qu'on pourrait faire autrement. Mais effectivement, tu m'apprends, je ne savais pas du tout, qu'en réalité, cet impôt, car c'est bien de ça dont on parle, doit être peut-être consenti librement. Donc il n'y a pas d'obligation à l'impôt, ce qui est une grande nouvelle pour moi. Et voilà pour ceci. Et je te donne la parole. Merci. Merci Guillaume. Alors j'ai noté l'essentiel de tes observations. Bon, je rappelle que, grosso modo, l'article 12 parle de la force publique, de son entretien. L'article 13, il parle de l'impôt, il introduit la notion d'impôt. Et l'article 14, il parle de la façon dont doit être levé l'impôt. Bon, dans l'article 13, tu te demandes qu'est-ce que ça veut dire en raison de leurs facultés. Je ne pense pas qu'il y ait tellement de polémique là-dessus, c'est en raison de leurs facultés financières. On parle de, elle doit être une contribution commune est indispensable, commune, c'est-à-dire que chacun doit y contribuer. Elle doit être également répartie entre tous les citoyens, c'est-à-dire que tous les citoyens doivent y participer, mais en raison de leurs facultés, doivent y participer. Alors, c'est le mot également réparti. Je pense qu'également, enfin, je pense, même, alors, je ne peux pas m'accuser de défendre la DDHC, mais je voudrais être totalement objectif et dire que là, d'un point de vue de la syntaxe, ça me semble cohérent, c'est-à-dire que la répartition doit être égale, au sens que tout le monde doit y contribuer, mais pas tout le monde à la même hauteur. C'est-à-dire en raison de leurs facultés financières. Donc tout le monde doit être imposé, mais plus ou moins selon qu'il peut payer plus ou moins. Voilà ce que ça veut dire, ce qui n'emporte pas forcément le fait qu'on soit d'accord avec ce qu'il dit, et voilà ce qu'il veut dire, et je ne trouve pas qu'il y ait de contradiction ni d'imprécision notable, en tout cas, sur ce point. Alors, ensuite, tu nous dis que par rapport à l'article 13, qui dit que la contribution est indispensable, contribution commune indispensable, c'est-à-dire qu'il est indispensable que tout le monde donne son obol pour financer la force publique, tu dis que la force publique pourrait être financée autrement que par l'impôt. Alors, ça, c'est très intéressant parce que c'est précisément l'une des bases de notre programme. Quand je dis nous, je parle de la mouvance Parti pour la précroissance qui a fait ce programme que j'ai pas sous la main, ici. Voilà. Programme pour une société de la précroissance, voilà, 180 pages, et qui propose que l'État soit financé autrement que par l'impôt. Bon. Donc, c'est une idée, évidemment, extrêmement intéressante et à laquelle je souscris. Reste à déterminer comment. Mais, effectivement, dire que la contribution commune est indispensable, c'est-à-dire dire que pour financer un service public, en l'occurrence la force publique, les services de police ou de gendarmerie, ouais. Il faut obligatoirement qu'il y ait une imposition. Bon, alors, c'est ce que dit la DDHC, et c'est là-dessus que s'appuie ensuite l'État actuel pour lever l'impôt. Mais tu dis qu'on peut faire autrement. Bon, c'est un autre débat qui m'intéresse beaucoup. Voilà, mais qui est une extension. Oui. Je voulais simplement rajouter que
Dans la dernière partie, elle doit être également répartie entre tous les citoyens en raison de leurs facultés. Or, dans les faits, il y a des gens qui ne payent pas d'impôts parce qu'ils n'ont pas les moyens. Ils sont trop pauvres. Donc on voit bien que, à la fois, il y a des gens qui s'y soustraient parce qu'ils font de l'optimisation fiscale ou que sais-je, mais à l'autre bout de la chaîne aussi, il y a des gens qui n'ont pas la capacité à payer. Donc la réalité des faits et l'article semblent un peu différents, non? Oui, mais alors, la réalité des faits, il s'agit de voir quel procès on peut faire aujourd'hui à la façon dont l'impôt est collecté, enfin, la façon dont la grille d'imposition est établie de l'impôt, la grille de l'impôt sur le revenu, puis aussi de toutes les autres taxes variables. Mais il me... Ah oui, effectivement, tu as raison. Parce que je pensais impôt, mais en réalité, il y a taxes. Et là, les taxes, TVA, tout le monde la paye, quoi. Alors, il faut savoir que l'impôt sur le revenu, c'est une toute petite partie des recettes de l'État. Le budget central, on va arrondir, hein, c'est 290 milliards. La perception et là-dedans, l'impôt sur le revenu contribue pour 50 milliards environ. Le gros morceau, c'est la TVA, 160 milliards. Il y a l'impôt sur les sociétés. Bon, voilà. Et donc, s'ajoute à ça, évidemment, toutes les taxes qui sont perçues par les collectivités locales, la taxe foncière, la taxe d'habitation et la taxe professionnelle, qui a été restructurée sous une autre forme, mais voilà. Mais bon, je continue quand même à valider, je dirais au niveau de la syntaxe, l'article 13, qui dit que pour l'entretien de la force publique et pour les dépenses d'administration, il faut une contribution commune, c'est-à-dire que tout le monde y contribue, bon, très bien, en raison de leur faculté. Ça veut dire que celui qui n'a pas de faculté, il est imposé à 0 €, en fait. C'est-à-dire que le principe, c'est que tout le monde doit contribuer. Oui. Et ce principe, il est modulé par une variation du montant de la contribution entre chaque citoyen en fonction de ses facultés financières. Donc, si on pousse le raisonnement jusqu'au bout, et celui qui a 0 possibilité, il est imposé, mais à 0 €. Je ne vois pas de contradiction. Peut-être, effectivement, on n'est pas d'accord parce qu'on voudrait que ça soit financé autrement, mais voilà. Dans ce postulat-là, tu trouves que l'article est bien écrit? Pour moi, cet article tient la route au niveau de la façon dont il est rédigé. On ne peut pas l'attaquer pour incohérence. Voilà, pour incohérence. Ok. L'article 14. Alors, ensuite, tu dis, oui, par eux-mêmes. Alors, effectivement, par eux, qu'est-ce que ça veut dire? Par eux-mêmes ou par leurs représentants. On va faire de la grammaire. Par eux-mêmes ou par leurs représentants. Il y a le choix. Pour moi, ça veut dire que s'ils veulent le constater eux-mêmes, ils peuvent. D'accord. Sinon, cet article, qui est en forme de principe, effectivement, devrait dire, tous les citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, l'une des deux alternatives étant décidée par une loi organique, par exemple. C'est-à-dire qu'on te dit que c'est soit l'un, soit l'autre, soit on l'écrit dans l'article en disant par eux-mêmes lorsqu'il s'agit de ceci, de ceci, de cela, ou par leurs représentants lorsqu'il s'agit de ceci, de ceci, de cela. Première possibilité. Deuxième possibilité, on dit l'alternative entre eux-mêmes et les représentants sera définie par une loi organique concernant les rubriques qui peuvent être déterminées par les citoyens et par les représentants, uniquement par les citoyens ou uniquement par les représentants. Tant qu'il y a le « ou », on est obligé de dire chacun peut s'il veut. Ou. C'est-à-dire que moi, citoyen,
si je lis l'article 14, j'ai le droit de... Alors, qu'est-ce que ça veut dire constater la nécessité de la contribution publique? Alors, là, c'est effectivement une précision, si on peut dire, de l'article 13 qui introduit la notion d'impôt pour la première fois, après avoir introduit la nécessité de la force publique. Bon, l'article 12 dit il faut une force publique. Bon, très bien. On est d'accord, on n'est pas d'accord. L'article 12 dit c'est clair, il faut une force publique. Hein, elle est instituée pour l'avantage de tous et pas pour l'utilité de celui qui va gérer cette force publique. Voilà. Bon. Pour son entretien, il faut un impôt. Article 13. Voilà, article 13. Et pour les dépenses d'administration. Alors, les dépenses d'administration, en première analyse, il semblerait que ce soit les dépenses... Enfin, ça veut dire que c'est les dépenses d'administration de la force publique, mais ça peut vouloir dire aussi, et pourquoi pas, les dépenses d'administration de l'État. Institutions, ça etc. veut dire que l'État, c'est autre chose que la force publique. Parce qu'on peut très bien concevoir, à la façon, je dirais, minarchiste. Minarchiste, c'est une théorie qui prône l'État minimal, que l'État, c'est uniquement la police. Ah oui. Ce qu'on appelle l'État veilleur de nuit. Hein, par exemple, c'est... alors, les libertariens prônent absolument pas d'État, mais les minarchistes parlent d'un État veilleur de nuit, c'est-à-dire qui s'occupe uniquement de la sécurité des gens. Donc, il y a uniquement la police, et c'est tout. Et là, soit les dépenses d'administration, c'est uniquement ceux de la force publique, et là, on est dans un État minarchiste, c'est-à-dire que la Déclaration des droits de l'homme, dans son article 13, qui est une espèce de définition de l'État, qu'est-ce que c'est que l'État? Quelle est la nature de l'État? Quels sont les compartiments de l'État? Et on nous dit, dans l'État, c'est uniquement la force publique. Alors, si on lit autrement l'article 13, on va lire que c'est la force publique, l'État c'est la force publique, et c'est aussi une administration. Bon, on ne sait pas laquelle. Donc il faut financer cette force publique et financer une administration. La contribution est répartie entre tous les citoyens, ceux qui ne peuvent pas payer, payent pas, ceux qui peuvent payer moyennement, payent moyennement, ceux qui peuvent payer beaucoup, payent beaucoup. Et puis l'article 14, il nous dit quelque chose d'intéressant, il dit la nécessité de la contribution publique. Qu'est-ce que ça veut dire? Constater la nécessité ça veut dire constater la nécessité de la contribution publique. Ça veut dire constater que financer la force publique, les forces de l'ordre, c'est nécessaire. Donc on crée une police. Financer un service de santé collectif, c'est nécessaire. Alors on le finance. Bon. Ça veut dire que eux-mêmes ou leurs représentants vont décider de constituer les corps d'État. Ils vont dire, l'État c'est quoi? L'État c'est la police. L'État c'est la santé. L'État c'est l'enseignement. On va créer les blocs. Ça c'est extrêmement important. La nécessité, constater la nécessité. Ça veut dire, lorsque je crée le service public de la santé, eh bien, il y a un acte législatif qui est fait. C'est-à-dire que nous-mêmes, les citoyens ou leurs représentants, on ne sait pas si c'est alternativement les deux. Mais il faut que ça soit constaté. Donc lorsqu'il y a création de services publics, il faut se référer à l'article 14, mais il faudrait aussi qu'il y ait une trace. On a le droit de le constater, ça veut dire qu'il faudrait que ce soit constaté. Ensuite, consentir librement. Alors, consentir librement, grammaticalement, ça veut dire avoir le choix de payer. Je suis libre de payer ou pas. C'est-à-dire qu'on m'impose, on dit, monsieur, voilà, il faudrait que vous payiez tant. Hein, oui. Si je dis oui, je paye. Si je dis non, je paye. Parce que sinon c'est un oxymore, plutôt comment dire, une supercherie. Consentir librement quelque chose qu'on t'impose,
Tu vois déjà la manipulation rédactionnelle. Bon, est-ce que vous consentez librement à payer l'impôt? Ben, si vous ne le payez pas, vous allez en prison. Tu vois? Ouais. Non, si tu consens librement, voilà. C'est un peu du... J'ai oublié le terme français. C'est un peu du... Mince, je ne vais pas utiliser le terme anglais, mais c'est le seul qui me vient là. Cet article 14, c'est un peu du crowdfunding, tu sais. C'est-à-dire, si vous voulez participer aux besoins de l'État, allez-y. Mais si vous ne voulez pas, à votre bon cœur, monsieur. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Alors, bon, on peut aussi interpréter le fait consentir librement, c'est que le jour où on va décider, où l'État va décider, il va y avoir un impôt de temps pour financer l'éducation nationale. À consentir librement, ça veut dire que ce n'est pas l'État qui va le décider. Ça voudrait dire que chaque fois qu'on crée un impôt, il faut qu'il y ait un référendum. Alors là, du coup, soit on estime que consentir librement, ça veut dire je paye ou je ne paye pas, j'ai le droit de payer, en tant que citoyen, j'ai le droit de payer et ne pas payer, soit ça veut dire ça, soit ça veut dire lorsque l'État décide, l'exécutif, celui qui institue une loi, le code général des impôts, il y a 4000 articles. Bon, celui qui pond un article du code général des impôts, que ce soit un ministre, que ce soit un fonctionnaire, que ce soit je ne sais qui, que ce soit l'Assemblée nationale, il faut que ça soit validé par référendum par tous les citoyens. C'est ça que ça veut dire. Parce que sinon, consentir librement, si c'est si c'est par l'Assemblée nationale, c'est forcément consentir. Elle est consultée. Hein? Alors, comme les impôts sont jamais décidés par l'Assemblée nationale, sauf que c'est une loi générale d'orientation, mais ensuite tous les impôts ponctuellement, c'est décidé par l'administration, par la bureaucratie. Et donc à ce moment-là, c'est contradictoire, c'est illégal par rapport à l'article 14. S'il y a une décision concrète d'impôt, que ce soit pour la création d'un impôt particulier sur l'impôt sur les chats domestiques, hein, bon, et la quotité de l'impôt, il faut que ça soit soumis à suffrage universel. Hein, voilà. Donc ça va loin. Donc leur quotité, assiette et recouvrement et durée, tout ça, c'est les caractéristiques techniques de l'impôt considéré. Donc voilà ce qu'on peut dire sur l'article 14. Parfait. On a fait le tour? Oui. Alors, ça ouvre quand même de grandes questions, cette affaire des articles 12, 13, 14. C'est que, comme je le dis juste pendant quelques secondes durant la présentation, l'impôt n'est pas juridiquement établi. Alors, c'est d'ailleurs l'un des arguments de ceux qui contestent l'impôt, dont je fais partie d'ailleurs. Hein. Alors, on peut contester l'impôt d'un point de vue idéologique en disant non, ou contester l'impôt d'un point de vue mécanique, structurel, organisationnel, en disant il y a d'autres manières de financer l'État que par l'impôt. On peut contester l'impôt d'un point de vue idéologique en disant c'est une contrainte, c'est contraire à la liberté individuelle. C'est ce qu'on appelle les lois de contrainte. Les lois de contrainte sont pas les lois de contrainte non contingentes. La différence entre une loi de contrainte contingente et une loi de contrainte non contingente est la suivante. Une loi de contrainte contingente, c'est vous êtes obligé de faire quelque chose si vous avez entrepris préalablement quelque chose. Exemple, un chantier avec une porte d'entrée,
casque obligatoire à l'intérieur du chantier. Si tu rentres dans le chantier, tu n'es pas obligé d'y rentrer. Si tu rentres dans le chantier, il faut que tu mettes un casque. C'est une obligation. Obligation non contingente, ça veut dire que tu ne fais rien. Tu ne fais rien de particulier. Tu es dans ton espace privé. Hein, et quel que soit... tu es soumis. Bon. Alors, il n'y en a pas tant que ça. En fait, il y en a les deux principales, c'est la conscription et l'imposition. La conscription n'existant plus. Si. La conscription n'est pas abolie constitutionnellement. Ah. Elle peut être... La conscription, il suffit que 60 députés se réunissent à 4 heures du matin, que 60 députés se réunissent dans une Assemblée nationale qui comporte 90 députés un mercredi à 4 heures du matin, puis ils rétablissent la conscription. C'est aussi simple que ça. Hein. Voilà. La conscription, alors même si elle n'existe pas actuellement, elle a existé, donc c'est un exemple. Et l'autre exemple, c'est l'impôt. Voilà. C'est-à-dire que tu es soumis à l'impôt, quoi que tu fasses, tu es soumis à l'impôt. Selon tes facultés. Non, selon une grille. Selon une grille, quoi que tu fasses, tu es soumis. Alors, des impôts, il y en a 200, 300. Ah, oui. Hein. Les impôts, 200, 300. La taxe foncière, tu possèdes un logement, tu payes une taxe foncière tous les ans. Posséder un logement, ça fait partie, c'est le droit naturel. Le droit de s'habiter. Bon, si tu ne possèdes pas le logement, tu es locataire, tu payes une taxe d'habitation. Tu payes toujours. Tu payes toujours. Ah, tu payes toujours. Voilà. Tu reçois un héritage, tu payes un impôt. Ah. Bon, bref. Donc, c'est le type même de la loi d'obligation non contingente. Et donc, alors, ça c'est pour dire quelle est la nature de cette loi coercitive. C'est coercitif l'impôt, puisque si tu ne t'exécutes pas à ce qu'on te demande, il y a une sanction, donc c'est coercitif. Et ça repose... Pas dans la Constitution, parce que normalement on doit... Non mais ça repose sur rien. Enfin, rien de constitutionnel en tout cas. C'est pour ça qu'on dit que l'impôt, nous, on dit, moi je fais partie de ceux qui disent que l'impôt est anticonstitutionnel. En tout cas, il n'est pas validé par la Constitution. Il y a des lois... L'obligation à l'impôt est anticonstitutionnelle. L'impôt, ça se discute, mais l'obligation à l'impôt... Oui, c'est pareil. Enfin, l'impôt, oui, si tu veux. Oui, si tu veux. Oui, l'obligation de l'impôt, oui. Oui. Ah ben oui, du coup, oui, tu as raison, oui. C'est-à-dire que l'impôt, il est validé par l'article 14, mais validé. Alors. Introduit déjà. Ouais, mais alors, l'impôt, là, on ne parle que de l'impôt pour l'entretien de la force publique. Ah oui. Ah, alors, justement, attends. Pour l'entretien de la force publique et pour les dépenses d'administration. Tout à l'heure, tu soulevais la question, est-ce qu'il s'agit de l'administration de la force publique ou d'autres administrations? Il me semble que le « et » introduit, fait une différence entre force publique et administration. Peut-être. Oui, mais on ne sait pas. Pas clair. On ne sait pas ce que ça veut dire. Pour l'entretien de la force publique et pour les dépenses d'administration, on ne sait pas ce que ça veut dire. Soit ça veut dire pour les dépenses d'administration de la force publique, mais bon, ce serait un peu pléonastique. Donc on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Ensuite, l'article 14 nous dit les citoyens ont le droit de constater la nécessité de la contribution publique. Alors, est-ce qu'on parle toujours de la même? Si on parle toujours de la même, c'est-à-dire qu'on ne parle que de l'entretien de la force publique. Et donc, l'article 14, il rappelle que finalement, les citoyens peuvent très bien dire à un certain moment « Ah ben non, mais finalement, on constate, là, cette année, on ne constate pas la nécessité de contribuer à payer la force publique. »
pourquoi pas. Et peut-être que je chipote, mais force publique, est-ce que c'est la force telle qu'on l'entend, c'est-à-dire police, armée, etc. Oui, Ou oui, est-ce que oui. la force Oui. publique, c'est l'État, l'administration, etc. Est-ce que tout ça peut être considéré comme une force publique dans le sens où ça produit et ça Non, fait des choses? non, ça me paraît bien clair, tu vois, l'article 2, la garantie des droits de l'homme, la garantie. Hmm. Bon, pour que le citoyen soit garanti, il faut une force publique. Je crois qu'il n'y a pas de doute là-dessus. Hein. Il s'agit d'une force armée. Hein. Il s'agit d'une force coercitive armée. Pour garantir les droits, c'est-à-dire les droits, ils sont énoncés, hein, c'est notamment le droit de propriété. Pour garantir ton droit de propriété, il faut une force publique. Sinon, n'importe qui vient puis dire ça, c'est chez moi. Tu dis non, regardez, c'est écrit chez le notaire. Ah, mais je m'en fous, pousse-toi, je m'y mets. Bon. S'il n'y a pas de force publique, c'est la loi du plus fort. Tu peux t'attribuer le bien d'autrui sans aucun problème, si tu es plus fort que lui. Bon. Donc, pour garantir les droits, bon, ça, c'est une évidence, je ne pense pas qu'on puisse. Okay. Ergoter, on ne fait que ça, mais je crois qu'il ne faut pas pousser le bouchon trop loin. Plus que de raison. Okay. Et non, c'est la force publique, c'est la force armée, disons, la force armée au service de l'État, qui est au service des citoyens. L'article 12 rappelle bien que cette force qui est gérée par l'État, elle est au service des citoyens, et elle n'est pas au service de l'État. Alors, et on peut se servir de cet article 12 pour dire que chaque fois que l'État, c'est-à-dire les services de police ou de la préfecture de police ou de la gendarmerie utilisent la force publique contre des manifestants, par exemple, est-ce que c'est pour garantir les droits de l'homme ou est-ce que c'est pour, disons, pour le confort du gouvernement en place ? Parce que le gouvernement, lorsque tu as une manifestation contre une loi, par exemple, bon, et qu'on envoie la force publique contre les manifestants, est-ce qu'on on agit pour l'avantage de tous ou bien pour l'utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée? Alors, ceux auxquels elle est confiée, c'est le gouvernement. Le gouvernement veut faire passer une loi, même un décret-loi, c'est-à-dire même pas par l'Assemblée nationale. Le peuple va manifester. Bon, si on envoie la force publique, simplement parce que on ne veut pas qu'on manifeste contre cette loi, on est en infraction. L'État se met en infraction par rapport à l'article 12. Bon, mais d'une façon plus globale, ça pose quand même le problème de la justification juridique, de la justification constitutionnelle de l'État. Nulle part, ni dans la DDHC, ni ensuite, on le verra, dans le préambule de la Constitution de 1946, encore moins dans la Charte de l'environnement, et pas du tout, en tout cas, dans la Constitution du 4 octobre 1958, on a quelque part un article précis qui dit que il y a une contribution publique coercitive qui s'appelle l'impôt, qui sert à ceci, à ceci, à cela, et que le citoyen doit s'exécuter, payer l'impôt. Bon, l'impôt, c'est quelque chose qui apparaît comme ça, tout d'un coup, au niveau des codes juridiques. Il y a des lois en pagaille, en permanence, qui sont des lois ou des décrets ou des arrêtés ou des règlements ou des circulaires administratives ou des directives, c'est-à-dire tout type de textes coercitifs qui ne sortent pas de l'Assemblée nationale, que les lois qui sortent de l'Assemblée nationale, qui imposent des coercitions financières liées à une obligation concernant un bien ou un acte lambda, qui ne procède pas d'une prescription constitutionnelle.
problématique. Donc, en fait, la validité de l'impôt en tant que concept, elle n'est pas vraiment établie. Elle n'est pas vraiment établie. Elle ne repose que sur cet article, sur cet article 14, qui est quand même très très ambigu, puisqu'on parle de consentir librement. Ça pose une vraie question. Et on peut interroger l'État là-dessus. C'est intéressant de l'interroger. Ok. De dire, est-ce que le Code des impôts est réellement compatible avec l'article 14? Tout à fait. On va peut-être en terminer là-dessus pour rester dans un temps relativement... D'accord. Voilà. Et on continuera la prochaine fois avec les prochains articles 15, etc. Merci Christian. Merci à toi Guillaume.